Nous allons donc entendre maintenant Madame Laurence Baldewins, qui est directrice de la Cité des métiers de Liège, Monsieur Per-Henri Janssen, directeur de la Cité des métiers de Namur, et Monsieur Olivier Marchal, directeur de la Cité des métiers de Charleroi. Ils vont nous entretenir du rôle des cités des métiers et d'orientation tout au long de la vie. Voilà, merci Laurence, Pierre-Henri et Olivier d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci à vous de nous avoir invités. On va peut-être commencer ensemble pour penser l'orientation. On va faire jeter un petit coup d'œil au niveau macro, et puis après, si vous le voulez bien, si vous nous suivez, on va plonger dans l'expérience vécue des citoyens et des opérateurs de l'orientation pour voir de quelle manière on peut ensemble faire mieux, faire encore plus, en s'organisant peut-être autrement. Alors pour commencer, penser l'orientation, c'est penser le lien entre les individus et la société, c'est penser le lien entre le marché de l'emploi et les parcours de formation. Or, on en est les fruits, on l'a vécu, on l'a vu, on le vise encore aujourd'hui. Les bouleversements de la société depuis des décennies, et ça a pris d'ailleurs un sacré coup d'accélération récemment, mais ça a fragilisé les structures traditionnelles de socialisation et d'intégration dans et par le monde du travail. Aujourd'hui, plus qu'hier, et encore plus demain certainement, chaque citoyen va être appelé à être architecte de sa propre vie, de sa propre carrière, de son propre devenir. Le souci étant que les citoyens sont inégalement équipés, inégalement dotés par la socialisation familiale, par l'héritage, par les ressources économiques en capital qui les entourent. Eh bien, ces individus doivent faire face aujourd'hui, et encore plus demain, à des degrés d'incertitude jamais vus, qu'on peut lister de cette manière, par exemple, avec un marché du travail de plus en plus incertain, changeant, en constante tension, avec une disparition de la carrière monoprofessionnelle, avec une accélération des changements technologiques très forte, qui s'auto-accélèrent par ailleurs, avec un emballement du rythme des transformations des compétences applicables et nécessaires pour développer son employabilité, et avec l'arrivée au sein de presque tous les métiers de ces compétences digitales qui amorcent une profonde mutation des professions, des rôles et des tâches. Alors ces changements très rapides, ça a des impacts très importants sur la reconnaissance des individus et leur utilité dans la société, ça brouille les repères identitaires, ça crée de l'alternance entre des périodes de sécurité et des périodes d'incertitude, ça fragilise énormément, en particulier les plus vulnérables. Alors dans ce monde-là, plus encore qu'hier, aujourd'hui, demain, l'orientation doit jouer un rôle déterminant dans la prise de décisions importantes auxquelles les individus vont et sont confrontés tout au long de leur vie. Alors pour ça, les citoyens et les citoyennes ont besoin d'un État qui, faute de réduire l'ensemble des incertitudes, mettrait l'orientation et ses opérateurs au service des parcours socioprofessionnels et au cœur des politiques publiques et croisées, un peu comme on mettrait des filets de sécurité sous la corde d'un funambule. Parce qu'effectivement, c'est tous ensemble, nous les opérateurs, avec le soutien des pouvoirs publics, qu'on doit se mettre en capacité de se changer nous-mêmes aussi pour offrir des fonctions essentielles, réduire les décalages, j'en parlerai après, atténuer les chocs, accompagner le changement. Alors ces défis sont nombreux, c'est qu'ensemble qu'on va pouvoir faire face, et pas fractionner comme aujourd'hui, pas chacun dans son coin, comme encore trop aujourd'hui, pas arc-bouté sur son public, sur son petit ou gros financement, sur sa biographie personnelle ou sa biographie institutionnelle. On va faire les choses ensemble, je l'espère en tous les cas. Alors, passé ces considérations générales, j'aimerais qu'on regarde, qu'on se penche ensemble sur le vécu des citoyens, sur la situation qu'ils vivent au quotidien. Alors, effectivement, les citoyens, aujourd'hui, quand ils doivent s'orienter, ils sont perdus. D'abord, ils sont perdus par le flot d'infos. Beaucoup d'infos partout. De l'info qui manque de clarté, qui manque de fiabilité, qui manque de neutralité et dont l'intentionnalité n'est pas claire. Les citoyens aujourd'hui, lorsqu'ils doivent s'orienter ou se réorienter, quel que soit leur âge par ailleurs, ils sont sous influence de leur biographie familiale, des exemples de vécu qui les entourent, de leur habitus social, de leurs capitaux économiques, culturels, un ensemble de possibles. Et ils sont aussi prisonniers des structures de mobilité, de l'endroit où se développent les emplois et de leur capacité à s'y rendre. Ils sont également colonisés par des stéréotypes de genre, le clivage entre intelligence manuelle et intelligence abstraite. Ils sont aussi colonisés et totalement habités par l'acceptation des parcours que leur ont proposés le système éliminatoire scolaire. Ils sont également objets, alors qu'on souhaiterait tous, et que je pense qu'on est tous de bonne volonté pour en faire des sujets, il reste encore pour beaucoup des objets de l'orientation par la relégation, de l'orientation par réseau et par la logique de captivité de l'étudiant. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi, slide suivante, la situation des opérateurs. Nous, finalement, et lorsque je dis nous, je me comprends dedans, ma cité des métiers, les cités des métiers, tous les opérateurs.
Et il faut parfois, effectivement, pour changer, se regarder le nombril et se le trouver très laid. Nos actions sont encore trop clivantes parce que les opérateurs sont clivés par type de public, par âge, par situation. Et de là découle un clivage et un fractionnement fort dans les parcours. Nous sommes aussi, pour beaucoup, contraints d'agir dans un quasi-marché. L'orientation se fait aussi par des logiques de captation d'étudiants et d'étudiantes, d'élèves, et donc comment faire de sujets à partir de logiques qui objectivisent. Nous sommes aussi bloqués, encore trop bloqués, même si évidemment ça bouge, et ce colloque en est la preuve, et vous en êtes la preuve vivante, ça bouge mais pas assez vite, on est bloqué dans des silos, dans des mondes, et donc nous sommes fractionnants. Par l'effet simplement des services que nous rendons à la population, nous la rendons de manière fractionnée, nous sommes donc fractionnants. Et nous sommes en tension permanente entre l'adéquationnisme, qui est une théorie, en tension permanente entre adéquationnisme et self-development. Devons-nous, en contrat avec la société, orienter vers les métiers qui permettent à la société de fonctionner et au projet de société de voir le jour, ou devons-nous être des orienteurs en self-development pour que chacun trouve ce qui lui convient totalement, parfois de manière totalement décousue avec les besoins de la société. Nous pouvons passer à la slide suivante. Parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe au niveau des opérateurs a un impact fort sur les logiques de l'action publique, sur les pratiques, sur nos outils, sur les services que nous offrons, et de facto sur l'équité en quantité, l'équité en qualité de nos services publics à travers les territoires, à travers les différents publics, à travers les différents réseaux. Et tout ça, finalement, l'action des opérateurs, les différentes prisons mentales dans lesquelles sont bloqués opérateurs et sujets acteurs de l'orientation, mais le citoyen aussi, slide suivante, ça a des impacts extrêmement importants. Aujourd'hui, évidemment, et il est certain, si on faisait une analyse biographique de tous ceux qui sont présents aujourd'hui, nous sommes probablement ceux qui ont eu la chance de nous en sortir dans la compétition scolaire. Mais pour un nombre important, et c'est aussi et surtout pour eux que nous devons travailler, l'orientation se fait par relégation et nous continuons à avoir au jour le jour, quand on les voit d'ailleurs dans les services d'orientation, puisque certains n'y passent pas. Il n'y a que 38% d'élèves qui ont accès à un entretien d'orientation dans l'enseignement secondaire avant de passer aux études supérieures, s'ils y passent. Et donc, on a une absence de mise en projet de vie, une absence de projet de vie. On a aussi, malgré tous les efforts que nous faisons, une loi d'airain du système scolaire qui fait qu'on oriente par l'échec. Les parcours professionnels sont massivement déterminés et choisis par le niveau d'échec de chaque élève. Je fais référence à un fabuleux livre sorti il y a 3 mois qui s'appelle « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» de Marie Rubella et François Dubé. Je vous y renvoie, il dira les choses et elles diront les choses mieux que moi. On a aussi des choses qui sont assez interpellantes. On est supposé former et en tout cas accompagner des individus dans des projets positifs et on se retrouve avec en France, l'année passée, un artisan sur 5 qui s'installe, qui est en fait diplômé de master dans un secteur totalement éloigné de son nouvel artisanat. On connaît nous aussi un nombre croissant en tous les cas, d'étudiants de l'enseignement supérieur qui en reviennent ou qui en viennent à des métiers manuels et qui repassent par l'IFAPME, etc. Ce sont des parcours interpellants sur le travail, sur les conséquences parfois et le gâchis que nous faisons lorsque nous clivons trop l'intelligence intellectuelle, l'intelligence abstraite et l'intelligence manuelle. Le marché de l'emploi, on essaye de s'y rapprocher, mais en fait, on s'aperçoit qu'on en est très loin, qu'il y a un gros effort à faire dans la confrontation des individus dans leur parcours formatif aux réalités du travail et aux réalités et aux besoins du marché de l'emploi. Nous sommes également prisonniers du binôme métier, diplôme et compétences, qui est un trinôme, excusez-moi de l'erreur. Je suis certain que dans cette salle, au moins la moitié des individus n'exercent pas le métier qu'ils ont étudié ou ont eu un diplôme qui ne mène pas à des métiers précis. On a donc une grande difficulté et un vrai enjeu de valorisation des compétences informelles acquises tout au long de la vie des individus. Et nous sommes tous, et les individus évidemment, sont prisonniers dans les stéréotypes de genre. On y travaille, mais la prégnance de ces schémas est encore très forte sur la répartition des rôles et sur le clivage entre le manuel et l'intellectuel. Alors tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à nous dire qu'on a, nous en tant que service public, une mission forte de briser ces déterminismes et de rendre les choses possibles. Et pour les rendre possibles, il faut que nous les rendions pensables. D'où la nécessité d'unir nos forces à travers toute la diversité qui, durant des années, a été financée par les pouvoirs publics et qui a créé de très belles choses, mais qui a aussi créé de la dispersion. Il nous faut aujourd'hui une définition commune qui est applicable évidemment dans sa diversité à chacun des parcours, à chacun
chaque besoin des individus, mais une définition commune de l'orientation. Cela nous permettra d'avoir un objectif commun et vraiment un texte commun. Il nous faut également un diagnostic partagé. Ce diagnostic, nous ne l'avons pas pour le moment. Pour avoir une vision claire sur ce qui se passe sur le territoire, sur les parcours des individus, les parcours qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins, mais également un diagnostic de ce que nous faisons aujourd'hui tous en orientation, en qualité, en quantité, pour voir s'il y a de l'équité territoriale et si chaque citoyen a accès dans sa région, dans sa sous-région, à un service d'orientation de qualité. Il nous faut un label commun, il nous faut une capacité d'agir en commun sous un drapeau commun pour que le citoyen aujourd'hui ne soit pas perdu, ce qui est son cas, qu'il ce soit sur les portails Internet ou que ce soit dans la vie réelle. Aujourd'hui, le citoyen ne sait pas vers quelle porte se tourner ou va parfois de porte en porte. Pourquoi pas une porte d'entrée commune? C'est le point suivant, une porte d'entrée commune est absolument nécessaire pour offrir de la visibilité à toute notre richesse, à toute la richesse de ce que le partenariat développe comme offre. Mais cette porte d'entrée, elle doit être à la fois digitale, elle doit être aussi sur le territoire. Et elle doit pouvoir permettre d'accéder à une offre variée, diversifiée, adaptée aux besoins de chacun, mais une offre commune à tous les territoires. C'est une des missions de service public. Nous sommes aujourd'hui déficitaires, l'OCDE nous l'a dit, nous devons tout mettre en œuvre pour que chaque citoyen, à chaque période de sa vie, ait accès à tout ce que le service public peut lui offrir de mieux et de plus fort et de plus beau pour prendre les décisions sur sa propre vie. Il nous faut également une coordination, c'est nécessaire. Et il nous faut enfin un centre de ressources qui permettrait de partager finalement tous les beaux et les puissants outils qui sont développés dans le paysage fractionné, mais ça nous permettrait aussi de faire ce pas, de former l'ensemble des orienteurs aujourd'hui avec une culture commune, avec un langage commun et avec des compétences et des outils partagés par toutes et par tous, quel que soit le public en question. De bien beaux enjeux, je vous l'avoue, et je passe maintenant la parole parce que ça, ce sont évidemment un peu un point de vue de la situation actuelle, des défis qu'on a envie de relever, qu'on est en train de relever tous ensemble, et puis des solutions qui se profilent. Et c'est le moment où Laurence Baldewins, ma collègue de la Cité des métiers de Liège, va vous présenter une solution intéressante. Laurence, à toi la parole. Voilà, merci Olivier. Je ne sais pas si on m'entend, je suppose. J'ai cliqué sur les bons boutons. Voilà, donc pour répondre à ce besoin de mobiliser, de rassembler les opérateurs de l'orientation et aussi des pourvoyeurs de contenu du monde économique et du travail qui nous informent au mieux sur les besoins du terrain en matière de compétences, la région wallonne s'est dotée d'un réseau, parce qu'on peut l'appeler comme ça maintenant, en tout cas de 3 lieux identifiés dans des villes wallonnes que sont Charleroi, Namur et Liège. Et donc, la région wallonne a mis en place un dispositif d'orientation tout au long de la vie qui se concrétise par 3 projets d'ampleur, projets infrastructurels, projets partenariaux que sont les 3 cités des métiers wallonnes. Et donc, avec des calendriers communs, comme vous pouvez le voir, et donc à la fois un projet infrastructurel et partenarial d'ampleur. Alors, c'est moi qui actionne le PowerPoint, mais je ne vois pas, je ne sais pas si vous voyez le défilement des DIA. On t'entend et on te voit très bien, Laurence. Oui, d'accord, parce qu'à mon écran, moi, ça ne fonctionne pas, donc je prends mon copion. Et donc, le réseau wallon des cités des métiers et même belge, hein, puisque au-delà des cités des métiers, des cités des métiers wallonnes, nous avons également la cité des métiers de Bruxelles qui constitue un réseau, et évidemment, au-delà des frontières belges, le réseau international des cités des métiers, puisqu'il s'agit bien de réseau international. Le réseau wallon des cités des métiers et ses centres associés constituent vraiment sur la Wallonie un maillage géographique avec l'aide de nos partenaires, les Carrefour Emploi, Formation, Orientation, qui sont déjà un dispositif multipartenarial existant sur la Wallonie depuis plus de 20 ans. Et donc ces CFO sont fusionnés avec les cités des métiers. Donc on a
les 3 CFO qui correspondent à nos 3 villes qui vont intégrer les cités des métiers, mais également les autres CFO, puisqu'ils sont quand même nombreux et donc ils constituent une couverture de grande qualité au plus proche du citoyen. Les autres CFO constituent des centres associés liés à chacune des cités des métiers. Au sein de ces cités des métiers et de ces carrefours emploi formation associés, on trouve des équipes pluridisciplinaires de conseillers, animateurs, parfois 2 en 1 d'ailleurs, communicateurs, graphistes, chefs de projet, coordinateurs, tout ça pour une offre de services de qualité au service de l'orientation tout au long de la vie, de l'orientation de tous les citoyens. Et donc, comme je le disais, donc la Cité des métiers est un guichet unique qui se veut, en tout cas, un guichet visible d'orientation tout au long de la vie, relayé par ces centres, ces carrefours emploi formation orientation qui sont des postes avancés, futurs centres associés des cités des métiers, puisqu'en fait, nous sommes dans une démarche labellisée. Et donc, il s'agit d'un concept labellisé qui doit rassembler au même endroit des ressources humaines et ressources documentaires, au service de l'information pour une meilleure orientation tout au long de la vie. Donc, ce n'est pas juste en s'informant une fois sur un métier, évidemment, qu'on s'oriente. Le processus d'orientation est plus long. Il nécessite parfois un certain accompagnement professionnel de conseiller. Et donc, le cœur d'une cité des métiers, c'est vraiment le conseil individuel d'orientation, qui se fait d'ailleurs en Cité des métiers sans rendez-vous, en accès libre, avec toute une série d'activités programmées. Elles sont programmées parce qu'elles s'organisent sous rendez-vous, des ateliers, des informations collectives, informations métiers par exemple, des rencontres professionnelles. Et donc, c'est le in, on va dire, au sein des murs des cités des métiers et de ces centres associés, mais aussi maintenant online, puisque c'est une réalité, on en parlera de façon plus complète tout à l'heure. Et des événements, des activités programmées peut-être en plus petit comité, des événements en plus grand comité type salon, séminaire, visite d'entreprise, qui sont toujours au service de cette information, sensibilisation, aussi concrétisation, quand il s'agit de rencontrer des professionnels ou d'aller sur le terrain en visite d'entreprise. On va voir les métiers sur le terrain et donc on informe sur des métiers et des compétences de façon la plus concrète possible. Ces événements, comme aujourd'hui d'ailleurs, peuvent se passer online. Et donc, cet ensemble d'activités et de ressources sont au service de l'orientation tout au long de la vie en un lieu identifié, visible, pour tous les publics. Ça aussi, c'est la caractéristique des cités des métiers. Et là, pour faire le lien avec l'introduction d'Olivier, l'idée justement est d'être tout sauf clivant, puisque tous les publics, tout citoyen est susceptible de trouver une réponse à son projet professionnel en Cité des métiers, quel que soit son statut. Donc, la Cité des métiers a aussi pour but de donner une certaine visibilité à cette offre de service. Évidemment, la communication dans les cités des métiers de par le monde, puisque c'est un réseau international, est une fonction importante des cités des métiers, puisque nous avons et nous connaissons tous des opérateurs de l'orientation en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles. D'ailleurs, il y en a de nombreux aujourd'hui qui sont connectés. Parfois, on manque de visibilité sur une offre de service de qualité. Et donc, c'est ça aussi, c'est de centraliser l'information pour pouvoir trouver le meilleur opérateur et donc pour tous les citoyens. Nous sommes labellisés, ça veut dire que nous répondons à un cahier des charges, à des critères d'évaluation. Et donc, chaque année, chaque cité des métiers passe son examen devant un jury qui évalue, c'est-à-dire la qualité des services et la conformité au label, puisqu'il y a une charte qui guide nos pratiques. Et donc, les mots-clés, si on doit résumer une cité des métiers, c'est qu'elle ne fonctionne pas sans son multipartenariat. On a parlé donc de cette mutualisation, de ce rassemblement d'opérateurs pluridisciplinaires qui sont susceptibles de répondre à toute question de tout citoyen, mais aussi à une mutualisation
non seulement de ses compétences, mais aussi de ressources informatives, qui est du bon sens, mais qui n'est pas toujours évident à organiser. Et donc, c'est un chantier qui prend beaucoup de temps, mais qui se met en place. On doit quand même, faut pas bouder notre plaisir. Les choses vont vraiment vers une réussite de ce point de vue-là en Wallonie. Et il y a d'ailleurs une chose dont il faut se rendre compte comparativement aux autres cités des métiers du réseau international, c'est que nous sommes quand même très gâtés en Wallonie en termes de couverture géographique, puisque les cités des métiers sur un territoire comme la région wallonne sont vraiment nombreuses, ainsi que leurs centres associés, pour être au plus près du citoyen. Dans cette charte labellisée, il y a aussi d'autres maîtres mots qui sont l'anonymat réciproque. Donc, les conseillers que vous trouvez dans les cités des métiers sont issus de différents opérateurs, de différents acteurs de l'orientation. Ce n'est pas écrit sur leur front. Et donc, ils sont là pour répondre à certains publics, à certains types de questions, pour être les plus à même à donner une réponse de qualité, répondre à la demande et aux besoins des usagers, comme on les appelle. Le service est gratuit, bien évidemment, et il doit se faire en toute neutralité. Donc, quand on informe sur la réalité d'un métier, bon, c'est pas très compliqué d'être neutre, mais quand on informe sur les filières de formation qui peuvent mener à la pratique de ce métier, que ce soit des filières d'enseignement de plein exercice ou de formation continue, ben, ça devient plus compliqué d'être neutre, et là, c'est une obligation, et les opérateurs des cités des métiers doivent s'y conformer. Quel public cible? Quand on dit les usagers, tous les publics, tout citoyen susceptible de trouver une réponse à un questionnement personnel pour son projet scolaire et professionnel, tous les usagers, eh bien, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de 7 à 77 ans. Donc, nous sommes susceptibles en cité des métiers, et les conseillers sont susceptibles d'accueillir des publics scolarisés, mais évidemment, ce qui va avec ces publics scolarisés, c'est-à-dire leurs parents, souvent dépourvus d'ailleurs dans l'orientation des jeunes, les enseignants eux-mêmes, vecteurs, acteurs de l'orientation, porteurs de messages aussi par rapport au métier et à l'avenir professionnel des jeunes qu'ils ont en face d'eux, et les professionnels de l'orientation de la même façon, aux premières loges. Et évidemment, pas uniquement les publics scolarisés qui sont inscrits à l'école, mais aussi les NEETs, donc des jeunes qui seraient, ou moins jeunes, qui seraient ni scolarisés, ni en formation, ni à l'emploi, et donc qu'on est susceptible évidemment d'informer au mieux, de réaiguiller vers des filières pour leur projet professionnel, ou en tout cas pour le définir avec eux, s'ils n'en ont pas. Les demandeurs d'emploi, bon, ça dans les carrefours emploi formation orientation, ils sont déjà pris en charge depuis de nombreuses années évidemment, et les cités des métiers doivent aussi évidemment prendre en charge les demandeurs d'emploi pour leur orientation professionnelle. Les travailleurs, bon, ils ont un boulot, mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas des besoins liés à leur réalité quotidienne, ils n'ont pas des questionnements par rapport à la qualité de leur travail, par rapport à un besoin de formation pour acquérir certaines compétences, par rapport à l'évolution de leur carrière, mais aussi à un besoin parfois de réorientation pour changer de métier. Et donc, pour organiser la qualité du service vis-à-vis de ces usagers, bon, évidemment, nous devons répondre à des questionnements d'ordre différent, et donc les conseillers, même s'ils ne sont pas étiquetés dans un pôle de conseil, se spécialisent quand même, soit dans un conseil en orientation, et donc là, on est susceptible de prendre en charge lors d'un entretien ou de plusieurs entretiens tous ces usagers pour discuter avec eux de leur propre projet professionnel, peut-être de faire un bilan de compétences, quelles sont vos aspirations, quelles sont vos valeurs, qui êtes-vous, et donc de partir de cette base-là et de la réflexion en tête-à-tête avec la personne pour un entretien d'orientation. Évidemment sans prescription par essence, donc il s'agit évidemment d'accompagner le projet personnel de chaque usager. On peut répondre à une question qui est
la prochaine étape de ma vie professionnelle, c'est de continuer mes études ou de reprendre des études. Et donc, à ce moment-là, la connaissance des filières de l'enseignement de plein exercice est essentielle. La prochaine étape de mon projet professionnel, c'est de travailler parce que ma situation personnelle l'exige et que c'est mon désir. Eh bien, les conseillers sont susceptibles d'informer les usagers là-dessus, comme pour des demandes en matière de formation pour les adultes, mais aussi des demandes liées à la création de son activité. Donc, c'est ce que nous appelons nos pôles de conseil qui structurent des activités d'information telles que les ateliers, les séances d'information, mais aussi les ressources informatives que nous devons mettre à disposition de tous ces usagers pour proposer une offre de service. Alors, dans les introductions, on a parlé de qualité d'information. Évidemment, il y a la nature des informations que l'on va relayer, mais il y a aussi l'accès à ces informations. Et donc ici, dans une offre de service qui, évidemment, met au premier plan le conseil individuel, le conseil en orientation, eh bien, pour être au plus proche des gens maintenant, et surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons la modalité présentielle et la modalité online, et donc nous en parlerons tout à l'heure, mais nous avons une véritable plateforme maintenant de conseil en ligne individuel online. En ligne online, c'est bien, c'est un peu redondant. Ensuite, des activités programmées, qu'elles soient présentielles ou online également. Donc, informations programmées, ça veut dire sur rendez-vous, hein, des informations collectives, des rencontres professionnelles. Hein, on peut éventuellement rencontrer un témoin en ligne et discuter avec lui de sa réalité professionnelle, une information la plus concrète possible au service de l'orientation, des ateliers, des focus métiers. Un espace documentaire, donc tout ça, évidemment, toutes ces informations, qu'elles soient relayées par des ressources humaines ou par des ressources documentaires, se trouveront dans les murs des cités des métiers, sont déjà dans les centres associés Carrefour Emploi Formation Orientation, mais seront évidemment au sein des murs des cités des métiers quand nous aurons nos bâtiments très bientôt. Et alors des événements hein, de façon plus large qui sont aussi présentiels et online, donc des salons, les participations évidemment à des job desks qui soient organisés par le forum, par les secteurs, des événements liés aussi à l'esprit d'entreprendre, à la création d'activités, des séminaires en présentiel comme online. Et donc cette offre de service, vous voyez qu'elle est extrêmement large puisqu'elle s'adresse à des publics cibles très différents, avec des objectifs très différents. C'est pour ça qu'une petite cité des métiers, je veux dire comme ça, une petite équipe au sein d'une cité des métiers ne sait pas fonctionner sans son multi-partenariat, puisque ce sont les partenaires qui sont pourvoyeurs de ces services, mais aussi de cette information. Si on va chercher de l'information sur la réalité professionnelle, les entreprises, les professionnels, les secteurs sont les pourvoyeurs de contenu pour la meilleure qualité d'information possible. Et je laisse la parole à mon collègue Pierre-Henri Hansen de Namur pour la suite de la présentation. Pierre-Henri, il faut que tu actives ton micro. Merci. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci Laurence. Donc ici, nous vous avons présenté le contexte, nous vous avons présenté le concept Cité des métiers, notamment son offre de service, tout du moins l'offre de service théorique qu'on peut proposer aux citoyens. Et évidemment, pour animer cette offre de service et pour rencontrer le citoyen, pour le conseiller, pour conseiller cette multitude de publics, on peut compter sur la présence et sur l'existence de professionnels, donc sur ce qu'on appelle communément les conseillers en cité des métiers. Et alors, vous avez ici une définition qui nous a été proposée par un organisme français suite à une étude et un rapport qui a été mis en place par les cités des métiers en 2015. Donc, je vais me permettre de la lire et de l'expliciter. Donc, être conseiller en cité des métiers, qu'est-ce que c'est? C'est mener un entretien plus ou moins long dans la proximité immédiate des collègues et en voyant la file d'attente qui peut s'allonger, dans une rencontre unique, en créant un cadre physique ressenti, dans un espace ouvert, dans un accompagnement collectif, en permettant à toute personne venue sans rendez-vous et de manière anonyme de faire un cheminement sans obligation,
de prestation est de réaliser un suivi sans balloter la personne en l'envoyant à un endroit puis à un autre et en étant bienveillant, conseillant et en mobilisant rapidement toute sa ressource. On a dans cette définition évidemment pas mal de notions. L'une des notions qui apparaît dès le départ, c'est la notion de gestion de temps. Donc en fait, le conseiller en cité des métiers, étant donné qu'on est sur un espace ouvert et sans rendez-vous, va devoir gérer une file d'attente, va devoir gérer un entretien qui va être long ou pas. Il n'y a plus de son, je dis. On ne m'entend plus. Moi, je t'entends bien, Henri. Si, on t'entend très bien. Okay, parfait, je continue. Désolé, Muriel. Donc, je disais, gestion de temps. Le conseiller doit effectivement pouvoir gérer une file d'attente, pouvoir adapter la longueur de son entretien en fonction du monde qui attend devant son desk. Deuxième point, il y a la proximité immédiate des collègues. Donc, comme Laurence l'a expliqué, dans la Cité des métiers, on est multipartenarial. Donc là, ici, on va se retrouver entre collègues issus véritablement d'opérateurs différents. Donc, à l'origine, on ne se connaît pas. Au fur et à mesure de notre pratique, au fur et à mesure de notre présence en Cité des métiers, au fur et à mesure de nos permanences, on va être amené à échanger avec des collègues issus d'horizons différents et amené aussi à élargir son champ de connaissances et son champ de compétences. Ensuite, il y a toute une série de valeurs qui ont déjà été citées, notamment la notion d'espace ouvert, la notion d'absence de rendez-vous, la notion d'absence d'obligation, l'anonymat aussi. Donc, toutes ces valeurs guident véritablement le travail en Cité des métiers et amènent en fait le conseiller à toujours être sur une posture de bienveillance. Donc, on accueille l'usager, peu importe sa situation, peu importe son statut, et on répond à sa question. Donc, on est véritablement dans le cadre d'un espace ouvert où le citoyen peut se présenter pour venir chercher informations et ressources, parce qu'effectivement, on l'a déjà cité, pas mal de ressources sont mises à la disposition et du professionnel et de l'usager au sein de la Cité des métiers. Et donc, le citoyen peut venir chercher des informations qui lui permettront d'avancer dans son projet professionnel, peu importe où il se trouve et peu importe son questionnement. Je vais changer de slide. Donc, évidemment, ici, en 2020, la crise sanitaire a pour le moins impacté les pratiques de tout le monde, mais en ce compris les pratiques des centres associés CFO, mais aussi des cités des métiers. Donc, dans ce cadre-là, ne fût-ce que par la fermeture des espaces ouverts, on a réellement rencontré un problème dans le lien qu'on pouvait avoir avec le citoyen, dans le lien qu'on pouvait avoir avec l'usager. Donc, ce lien entre conseiller, professionnel et usager, il a été mis à mal, évidemment, par ces fermetures. Et donc, dans ce cadre-là, on a, dès mars, donc dès le début du premier confinement, identifié les ressources qui étaient existantes, déjà préexistantes, et qu'on pouvait peut-être mobiliser, pour lesquelles on pouvait peut-être travailler pour mettre en place des solutions plus importantes qui répondraient justement à cette disparition du lien physique entre usagers et conseillers. Donc, on a identifié deux grandes ressources. Tout d'abord, une ressource qui a été mise en place dès 2017 dans la Cité des métiers de Charleroi et qu'on va vous présenter ici justement, qui était en fait un chat en ligne qui, à l'origine, était mis en place à destination d'un public jeune scolarisé. Deuxième ressource qui a été identifiée aussi, c'est le conseil à distance téléphonique qui existe déjà dans le Carrefour Emploi Formation Orientation ainsi qu'un mail générique. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Dès mars 2020, on s'est mis d'accord notamment avec le partenaire qui accueille ce colloque aujourd'hui, donc notre partenaire Diores, sur une mobilisation des cités des métiers et de Diores sur la plateforme qu'on appelle maintenant Meeting. Donc, on a décidé tous ensemble de travailler main dans la main à l'animation d'un chat en ligne. Donc, une première, en tout cas, pour pas mal d'opérateurs présents à l'époque au démarrage en mars 2020. Et en fait, depuis mars 2020, on a pu compter à partir de juin sur la montée des conseillers CFO, donc des conseillers emploi, formation, orientation, sur cette plateforme. Donc, nous sommes maintenant sur un partenariat wallon qui rassemble le réseau des cités des métiers de Wallonie, les Carrefour emploi, formation, orientation et Diores. Et en fait, maintenant, nous pouvons compter sur la présence de plus de 70 conseillers actifs derrière cette plateforme de conseil. Et nous proposons aux citoyens wallons de venir chatter, donc véritablement rentrer en contact direct et live avec un conseiller les mercredis, jeudis et vendredis matin de 9h à midi. Donc, comme vous le voyez, c'était une collaboration des cités des métiers de Wallonie, du dispositif CFO, des coordinateurs de CFO et des conseillers CFO et Diores. Et on a réellement débuté l'aventure tout début mai et on l'a fait perdurer jusqu'au décembre 2020. Je peux changer de slide, merci. Donc, évidemment, ce changement de paradigme, cette crise sanitaire, elle a eu un gros impact sur la posture du conseiller. Donc, de la définition qu'on a eue tout à l'heure, on a eu à la fois un maintien de certaines valeurs, mais aussi une adaptation de celles-ci.
Laurence, merci. Donc, parmi les adaptations, évidemment, on a tout d'abord eu la question de la gestion du temps, et donc notamment des entretiens plus ou moins longs. Ici, étant donné que nous sommes en chat, étant donné qu'on a plus de difficultés à coordonner l'arrivée des personnes et la gestion du flux, on a dû se mettre d'accord sur une durée d'entretien théorique. Donc là, on s'est mis d'accord sur le fait qu'un entretien en ligne, en chat, pouvait durer 20 minutes. Mais on reste inévitablement flexible. Donc ici, le but, c'est de ne pas mettre en difficulté le conseiller ou mettre en difficulté l'usager. Et si à un moment donné, il est nécessaire d'aller plus loin que ces 20 minutes, bien évidemment, le conseiller est amené à le faire. Maintenant, on a préféré partir sur une notion de base théorique pour permettre la fluidité des échanges. Au niveau de la file d'attente, là encore, on a dû mettre en place une nouvelle procédure. Donc, mettre en place notamment un filtre accueil. Donc, on a une personne véritablement qui va accueillir les personnes qui rentrent en contact via la plateforme avec des conseillers pour identifier la demande et ensuite la relayer au bon conseiller. Donc là, la mise en place de ce filtre permet véritablement la gestion du flux et donc la gestion du temps passé sur cette plateforme. Autre adaptation qui a été quasi immédiate, c'était évidemment la gestion des échanges entre collègues. Donc ici, plus question d'avoir son collègue juste sur le bureau à côté. Il se trouve parfois à plus de 80 km. Et donc là, évidemment, on a dû trouver des solutions pour continuer à permettre l'échange entre pairs, pour continuer en fait à créer ce dynamisme et créer cette situation qui permet aux différents conseillers d'échanger, de monter en connaissance et de monter en compétences. En fait, via la plateforme, il y a une petite option qui s'appelle Whispering, donc chuchoter en anglais, qui permet à un conseiller de venir aider un collègue qui est déjà en entretien avec un usager en lui donnant des informations supplémentaires sans que ces informations apparaissent directement devant le conseiller. Donc, malgré ce changement de paradigme, malgré l'utilisation d'un service online qui révolutionne un peu les pratiques, on a réussi à trouver des procédures qui nous permettent toujours de garder cette plus-value propre aux cités des métiers et au CFO. Enfin, la notion d'espace ouvert, évidemment, elle a plus qu'été adaptée, vu qu'on passe d'un espace ouvert physique à un espace numérique. Et donc, par rapport à cette idée d'espace ouvert, on a mis en place un système qui permet d'avoir plusieurs modes de communication. Donc, le premier mode de communication, quand la personne se connecte à la plateforme, c'est le chat. Donc, inévitablement, on commence par échanger par écrit, comme on peut le faire sur Messenger, comme on peut le faire sur WhatsApp, par exemple. Mais existe aussi deux autres options. Donc, le conseiller peut proposer à l'usager, s'il est plus à l'aise avec l'audio ou avec la visio, de passer sur d'autres modes d'échange. Comme je le disais, audioconférence, visioconférence. Voilà les 4 grandes adaptations qu'on a dû mettre en place par rapport à ce passage au numérique. Par contre, il y a certaines valeurs qu'on a maintenues telles quelles, notamment la notion d'absence de rendez-vous et l'anonymat. Donc ici, l'usager peut toujours se présenter quand il le souhaite et de manière anonyme sur cette plateforme. Il peut absolument inventer un pseudonyme s'il le souhaite et ne pas donner d'informations personnelles. La plateforme reste évidemment sans obligation. Donc nous, on est là à la disposition des citoyens. C'est à lui de venir vers nous. On ne l'obligera jamais à venir nous consulter et accessoirement, on ne l'obligera jamais à entamer des démarches après un échange et après un conseil. Enfin, la notion de bienveillance, de conseil de mobilisation des ressources est toujours valable. Par rapport à la mobilisation des ressources, les conseillers sont justement en train de travailler sur la co-construction de Canva, donc c'est-à-dire des documents qui vont répertorier toutes les ressources qu'on peut mettre à la disposition des usagers en fonction des thématiques qui sont avancées. On va passer à la slide suivante. Donc là, ici, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent en 2020. Donc, on a mis en place cette plateforme, on l'a co-construite, on a imaginé ensemble des procédures qui permettaient à la fois aux conseillers d'être à l'aise et de pouvoir transmettre l'information, mais aussi à l'usager de trouver ces informations et de pouvoir continuer à définir son projet professionnel malgré les circonstances un peu compliquées imposées par la crise sanitaire. Donc ici, par contre, en 2021, nous sommes toujours dans l'inconnu, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons manger sur les mois à venir. Et deuxièmement, nous avons véritablement pour volonté de pérenniser cette plateforme, donc de continuer à travailler sur Meetie. Et donc, dans ce cadre-là, il y a toute une série de perspectives qui ont été imaginées. Et donc, je t'invite à développer la slide. Merci. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, nous avons jusqu'à présent formé 70 conseillers à l'information et au conseil sur la plateforme. L'objectif ici sera d'en former 70 de plus pour le début de l'année prochaine et de les équiper. Donc ici, pour l'instant, nous avons connu quelques problèmes
au niveau logistique pour équiper l'ensemble des conseillers. Nous allons mettre en place justement la mise à disposition de PC pour l'ensemble du personnel présent dans le centre associé CFO. Et donc, ces 140 conseillers vont être amenés à participer à la plateforme. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre notamment l'élargissement du nombre de permanences. Donc, de 3 permanences les mercredis, jeudi, vendredi matin, nous allons passer à des permanences quotidiennes. Donc, on espère tous les matins du lundi au vendredi pour permettre véritablement aux citoyens de rentrer en contact le plus facilement possible avec un conseiller CFO, Cité des métiers ou DIORES. Enfin, pour accompagner cet élargissement des permanences et cet élargissement du nombre de conseillers, nous sommes en train de finaliser un cahier spécial de charges pour lancer des stratégies de communication de grande ampleur sur toute la Wallonie. Donc, ce service, on va véritablement faire la promotion vers l'ensemble des publics qui sont touchés. Donc, c'est-à-dire, ça je ne l'ai pas cité, les publics qui sont en recherche d'informations, soit par rapport à l'orientation et à la définition d'un projet professionnel, soit à la recherche d'une formation, que ce soit dans les études secondaires, dans les études supérieures ou de la formation pour adultes, ou dans le cadre d'une création d'activité. Je vais passer à la slide suivante et je pense qu'on en aura terminé ici. Voilà donc Miti. Vous pouvez retrouver en fait notre plateforme sur le site partenaire, enfin sur le site internet des partenaires, donc les cités des métiers DIORES et les pages Carrefour Emploi Formation Orientation. Sur d'autres sites aussi, je pense au niveau des pôles académiques, sont en train de mettre en place ces petits codes. Donc en fait, il suffit de taper nos adresses Internet et en bas à droite de vos écrans, vous trouvez une petite pastille qui vous mène directement au chat. Voilà pour la présentation de cet outil online de conseil mis en place par DIORES, le Carrefour Emploi Formation et les cités des métiers. Je vous remercie. Merci Laurence, merci Olivier, merci Pierre-Henri pour cette présentation très claire et dynamique. On va passer maintenant aux questions-réponses, donc on a une dizaine de minutes. Il y a déjà eu quelques questions pendant votre intervention. Alors, la première question évoquait un projet de cité des métiers en Brabant wallon. Et Olivier, tu voulais revenir sur la notion d'équité territoriale. Oui, tout à fait. Donc, comme l'a bien expliqué Laurence à la moitié de notre présentation commune, on se base sur la métaphore du grand hôpital et effectivement dans lesquels les 4 grandes cités des métiers qui peuvent concentrer un certain nombre de moyens d'action pour des grosses opérations. Il y a dans chaque territoire la transmutation, la transformation des CFO. Il y a un CFO à Nivelles qui est donc concerné par cette ambition de transformation et donc l'équité territoriale, c'est amener sur chaque territoire la même qualité de service et la même quantité. Si vous observez ce qui aujourd'hui a lieu dans les pôles de conseil de chacun des CFO sur tous les territoires, qui cela dit, je le rappelle, on est le Nord-Pas-de-Calais, hein, on n'est pas la Russie, en termes d'étendue territoriale, chaque CFO offre des pôles de conseil équivalents, c'est-à-dire qu'à Nivelles et à Charleroi, à Namur et en Wallonie-Picarde, Moucron-Tournai, chaque citoyen trouvera la même porte d'entrée, le même flag, les mêmes couleurs, les mêmes outils, des conseillers avec la même culture et la même formation, qui les conseilleront sur 3 pôles au minimum. Le pôle chercher et trouver une formation adéquate, construire son projet professionnel, s'orienter et créer son activité. Ça, c'est les pôles qu'on va trouver au minimum dans chaque CFO. Et donc, Nivelles, centre associé de la Cité des métiers de Namur, travaillera avec Namur et offrira à tout son territoire, en tout cas tout ce qui entoure Nivelles, sachant que dès qu'on monte un peu plus haut, il y a une proximité naturelle géographique avec la CDM de Bruxelles qui attend sans problème. En haut à droite, on a la proximité géographique naturelle avec Liège et en bas, dans le sud, on a la proximité géographique naturelle avec CDM Namur. D'une certaine manière, le fait de ne pas en avoir est un appauvrissement peut-être au niveau territorial, mais le CFO de Nivelles sera là, et puis finalement, ce sera peut-être le territoire qui sera le mieux entouré de 4 cités des métiers. Merci Olivier. Il y avait une autre question qui venait de Karine et qui voulait savoir si vous aviez recours au service de traduction et d'interprétariat pour les publics non francophones. Alors pour le moment non, mais les contacts avec CDM Bruxelles vont nous amener en tout cas à mettre au point le bilinguisme, puisque l'intégration de CDM Bruxelles dans Miti est à l'étude. Et donc effectivement, à ce moment-là, on devra évidemment avoir cette porte d'entrée-là supplémentaire, ou en tout cas cette diversité de conseils. Et à dire vrai, ça m'arrive parfois dans le groupe
de travail d'insister pour le fait qu'on puisse un jour valoriser les langues secondaires que parlent nos conseillers. Mais ça, c'était pas la fois. Alors, il y avait aussi une question de Sidonie qui demandait si vous aviez dans vos sources les filières de formation pour un public AVIC. Ça, vous l'avez évoqué partiellement. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, donc ici, effectivement, ne fût-ce que par la composition du multipartenariat des CFO, la VIC fait partie du multipartenariat CFO, donc inévitablement, nous avons accès à ces sources d'informations et donc l'usager qui se présente en CFO, en Cité des métiers, aura effectivement accès aux informations relatives à la VIC. Plus loin encore, il aura accès à des conseillers, puisque la VIC détache des conseillères et des conseillers dans chaque CFO, donc dans chaque futur centre associé des cités des métiers, et donc dans chaque cité des métiers. Donc les publics spécifiques et extraordinaires auront un référent réel et de l'information à disposition. Alors, je prends les questions dans l'ordre dans lequel elles étaient arrivées. Donc, Alain avait posé une question concernant le CIEP. Donc, est-ce que le CIEP est partenaire au niveau compétences pour les formations et événements de rencontres avec des professionnels? Alors, au niveau, là, on est à deux questionnements. On est sur les actions qu'on peut mener sur un territoire avec la richesse et la diversité qui compose l'offre territoriale actuelle. Et dans ce cadre-là, les cités des métiers travaillent dans certains événements, ont été présents sur des salons CIEP, etc., avec des collaborations spécifiques. Sur la question plus géopolitique de l'organisation des organisations, de comment créer une grande porte d'entrée représentante de la diversité, mais qui aux yeux des citoyens serait une porte d'entrée identifiable comme étant unique, comme un marqueur urbain, etc. Là, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'un des points cruciaux, c'est la question du conseil payant, de la partie conseil payante. Or, la gratuité est au fondement même de la notion de service public des CFO et du label Cité des métiers. C'est une notion importante. Ne serait-ce que sur la question de l'inégalité des ressources et de la répartition des ressources financières au sein des différentes catégories professionnelles et chez les individus, tout le monde n'a pas les moyens. Et de surcroît, parce que chaque individu paye une cotisation pour le service public, ça s'appelle l'impôt. Donc à ce titre-là, il y a un nœud que je serais ravi de pouvoir dénouer, ou en tout cas avec lequel je serais ravi de pouvoir travailler. Et j'en profite justement parce que c'est aussi au cœur de cette question-là, pour répondre à la question sur la différence, est-ce qu'on fait la différence entre l'information et l'orientation? Bien évidemment, dans une cité des métiers, il y a une première ligne d'information gratuite, mais il y a aussi une ligne d'orientation gratuite, c'est-à-dire qu'il y a des psychologues, d'ailleurs chez Diores, de vos conseillères le sont, il y a donc des psychologues et des gens qui sont formés à l'entretien d'orientation de type long, donc dans les CFO, on peut avoir, et donc dans les cités des métiers, on peut avoir accès, quel que soit son âge, son bagage et ses besoins, accès à un travail long, en profondeur, individualisé, personnalisé en orientation. Alors, il y avait aussi une question, ici maintenant les questions concernent plus MITI. Monique demandait où on pouvait s'adresser pour des formations ou conseils en ligne. Bon, allez, je prends. Alors, il y a certains pays qui se sont lancés dans le conseil en ligne, parfois assez maladroitement en lançant des chatbots qui sont à mourir de rire. En créant le chat en ligne, tous ensemble, en tous les cas, à partir du premier confinement, on est en train de construire ensemble avec effectivement des référents au sein du réseau international des cités des métiers. On va chercher les ressources là où il faut, mais c'est un métier, par rapport à notre pratique actuelle en Wallonie et à Bruxelles, c'est un métier qui se construit. C'est assez enthousiasmant de voir que les conseillers CFO, les conseillers Diores, les conseillers de l'enseignement qui sont déjà sur cette plateforme, sont en train de construire ensemble les balises de ce qu'on fait quand on fait du conseil en ligne, de ce qu'on ne fait pas, et de jusqu'où on va, afin de laisser la deuxième ligne travailler ensuite à plus long terme et dans des meilleures conditions que l'immédiateté du conseil en ligne. En tout cas, comme porte d'entrée, on est en train de l'inventer et d'aller chercher les ressources. Donc, c'est en train de se construire. Alors justement, tu parles de porte d'entrée. Il y a une question de Fabienne qui demande si MITI est la porte d'entrée commune. Et une question qui est liée à ça et qui, à mon avis, peut aussi être à laquelle on peut répondre maintenant, c'est Cédric qui demande si les conseillers qui sont derrière MITI proviennent uniquement des 3 cités des métiers ou s'il y a d'autres institutions aussi. Donc, ça vaut peut-être la peine de préciser. Donc, MITI
par son existence, représente la première opportunité de créer et de travailler tous ensemble comme si on était porte d'entrée. Effectivement, c'est une porte d'entrée, mais à l'image de ce que les cités des métiers veulent apporter et créer avec tous les acteurs du territoire, c'est une porte d'entrée respectueuse. C'est-à-dire que pour pouvoir faire accéder vos publics à MITI, vous pouvez simplement y installer un petit bouton qu'on appelle un bouton API, on vous donne le code, et donc sur diores.be, vous allez le retrouver, sur les pages du forum, vous allez le retrouver, sur les pages des pôles académiques, très prochainement, mais je pense qu'il y a déjà un accord pour 2 pôles, et le 3e va certainement suivre, on n'en doute pas un seul instant. Mais donc ça veut dire que chacun garde son identité, le service public garde son identité propre, ses missions propres, mais pour la partie orientation, il permet justement à ces publics d'accéder. Le site étudié en Hainaut, par exemple, a déjà le bouton API, etc. Donc ça veut dire que c'est très diversifié comme entrée, mais c'est un entonnoir qui permet d'arriver dans cette plateforme de conseil où l'on retrouve des conseillers des cités des métiers, donc, qui sont détachés de l'enseignement par la ministre Madame Désir, mais on retrouve les conseillers DIORES qui sont soutenus par la ministre Glatini et par le Fonds social européen. On y retrouve les conseillers des CEFO qui, eux, sont détachés par le Forum, l'IFAPME, la VIC, les centres d'insertion socio-professionnelle, les missions régionales, l'enseignement de promotion sociale. Il manque donc simplement à renforcer la masse, mais on y retrouve presque la totalité des situations et des publics qui, jadis, étaient conseillés par des conseillers qui travaillaient dans des lieux fractionnés et dans des fonctionnements fractionnés. Donc on est aux prémices de quelque chose, mais c'est un beau terrain d'entraînement. Alors, il nous reste encore, je pense, 2 minutes. Encore quelques questions. Aurélien demande si pour les personnes les plus réservées, il existe toujours des modules orientation en présentiel sur Charleroi. Repose ta question, s'il te plaît, Sarah. J'étais en train de utiliser la... Et il demande en fait s'il y a toujours du présentiel sur Charleroi. Alors, au CFO de Charleroi, il y a encore du présentiel. Le choix qu'a pris Cité des métiers de Charleroi dès le début mars, à l'image de ce que Google a fait, c'est de dire d'offrir un horizon sévère mais ferme à son offre de service. Pour tout digitaliser, il valait quand même mieux que je dise à mon équipe qu'avant juin 2021, il n'y avait plus de présentiel. C'est la raison pour laquelle ça nous a permis de mettre énormément d'énergie dans la création de cette plateforme en ligne, mais aussi des outils comme Videobox et autres que vous connaissez certainement déjà, et donc pour pouvoir booster la présence en ligne. Alors, peut-être rapidement, parce que c'est une question peut-être que beaucoup de gens se posent. Pourquoi avoir choisi le nom MITI et a-t-on une idée de la fréquentation de la plateforme? Je ne sais pas si je dois toujours prendre la parole. Tu as l'air d'être le délégué de classe, Olivier. Je ne sais pas. Tu vois, là, ça change. Hein, ce n'était pas comme ça dans le passé. Je n'ai jamais été délégué. Bon, est-ce qu'on a une idée de la fréquentation? Oui, aujourd'hui, on a une idée de la fréquentation sans publicité. Donc, on est dans un montage où on a à peu près 50, on peut aller jusqu'à 50 discussions par demi-journée, sachant qu'on est vraiment au tout début, on n'a pas fait la publicité et on monte petit à petit pour pouvoir offrir évidemment un service de qualité. Donc, aujourd'hui, on est encore on fait du lean startup, si vous voulez. On monte progressivement et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Pour Hello Charlie, je réponds à la question. Mais en fait, en 2017, quand Cité des métiers de Charleroi a mis en place le système, on n'a pas connaissance d'Hello Charlie. Peut-être qu'il est venu après. Je n'en ai pas l'information. Et pour les centres PME. Voilà, c'est la dernière question. Les centres PME, ce n'est pas de notre ressort. Comme vous l'avez vu, on a pour mandat de créer une dynamique, une spirale et un tiers-lieu commun pour rendre service ensemble aux citoyens. Mais dans cette spirale, les partenaires doivent se réformer pour nous rejoindre. Les centres PMS sont dépendants de la réforme du chantier 4, de l'orientation dans l'enseignement, pas que pour l'excellence scolaire. On est en contact étroit avec la directrice de ce chantier. On espère que l'enseignement prendra les décisions qui lui semblent pertinentes, bonnes et fonctionnelles pour équiper les cités des métiers en conseils gratuits, en ligne et présentiels, pour les populations scolaires qui vont en avoir de plus en plus besoin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Il est 11h moins 5. Je voudrais d'abord vous remercier encore tous les trois pour votre intervention, pour votre participation et votre investissement de manière générale dans notre partenariat.